Tiens, rapproche-toi un petit peu. Oui. Voilà, tape, c'est bon, parfait. Parce qu'en fait, sinon on sort du cadre. Ah, pardon. C'est bon? Bonjour à tous, donc je suis toujours au festival Play Azure à Nice et j'ai la chance de pouvoir interviewer Monsieur Micmac. Donc je suis super content. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. En quelques mots, est-ce que tu peux présenter ta chaîne YouTube déjà et surtout les activités que tu fais à côté parce que tu fais énormément de choses. Bah, c'est ça, en fait, moi je suis vulgarisateur là depuis 5 ans maintenant, depuis que j'ai terminé mes études. Donc Oui. mon métier c'est d'expliquer, de montrer des maths aux gens et d'essayer d'émerveiller les gens avec des mathématiques de quelque façon que ce soit. Donc Ouais. que ce soit, je travaille pour des associations où on fait des salons, des jeux mathématiques, on va sur des festivals, on fait des stands ou des animations, que ce soit aussi en écrivant des livres, que ce soit en allant dans des écoles faire des ateliers. Mais c'est vrai que ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui a le plus d'impact dans mes activités, c'est la chaîne YouTube, parce que forcément, dès qu'on est sur Internet, ça touche beaucoup plus de gens. Il y a moyen d'avoir un impact assez fabuleux assez rapidement. Et donc la chaîne s'appelle Micmac, c'est tout simple, c'est Mic parce que Michael et puis Math parce que ça parle de maths, donc c'est facile à retenir. Et voilà, et donc j'essaye d'y présenter plein de petites vidéos un peu en bric-à-brac avec plein de petits thèmes différents. Donc il y a des choses pour les gens qui sont plus manuels, où on fait de l'origami, des tours de magie, des constructions en papier, toutes sortes de choses. Il y a des choses un peu plus théoriques, par exemple sur la 4e dimension, le nombre pi, le nombre d'or, où on a envie de savoir pourquoi tous ces thèmes sont assez fascinants. C'est des choses dont on a déjà entendu parler, Oui. mais des fois on ne sait pas forcément pourquoi c'est vraiment intéressant, pourquoi est-ce que c'est aussi fascinant pour les mathématiciens. Donc j'essaye d'expliquer simplement les maths sans rentrer dans les détails techniques, juste raconter. J'aime bien faire la comparaison avec la musique, c'est-à-dire que Oui. en musique, on peut prendre des cours de musique, mais on peut juste aller au concert et écouter de la musique et prendre du plaisir sans savoir jouer soi-même d'un instrument. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye que les gens regardent des maths et prennent du plaisir à regarder des maths. Ils savent pas faire des maths après, mais ça peut leur donner envie. Et peut-être qu'il y en a qui vont juste se contenter de regarder les mathématiques. Peut-être qu'il y en a d'autres qui, au contraire, vont après se dire tiens, j'ai envie de savoir un peu plus et qui vont avoir envie de faire des études de maths et de rentrer dans la technique. Après, c'est libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Eh ben, tu vois, c'est bien que tu dis ça parce que du coup, l'an dernier, tu as sorti un super livre que j'ai adoré. Moi, l'année dernière, voilà, Merci. j'ai pu, t'étais sur le même stand, donc du coup, j'ai pu te l'acheter directement. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement parce que quand tu parles de ça, d'écouter de la musique, juste aller à un concert, moi, ça a été ça pour les maths, moi, je n'en utilise pratiquement plus dans mon métier. Mais par contre, voilà, ce livre m'a permis de voyager, de découvrir du coup l'histoire, notamment des mathématiques. Et du coup, est-ce que tu peux nous résumer rapidement pour les gens qui ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Bah pour le coup, le livre, c'est un peu l'inverse de la chaîne YouTube, où la chaîne YouTube, c'est plein de petites pastilles sur des choses très différentes, mais on n'a Ouais. pas forcément une vue d'ensemble. Le livre, c'est une vue d'ensemble, c'est-à-dire c'est raconter l'histoire des mathématiques en vulgarisant les concepts. Donc l'histoire depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Ça commence vraiment à la préhistoire, dès qu'on commence à voir des premières pierres taillées, des choses comme ça. Eh bien, il y a des formes géométriques, les premiers silex, il y a des formes symétriques. Donc rien que ça, eh bien, ça demande aux hommes préhistoriques qui ont taillé ça d'avoir réfléchi à la forme et de faire des choses symétriques. C'est vraiment les proto-mathématiques. Et puis après, petit à petit, ça s'amplifie, ça se développe. Il commence à y avoir des gens qui réfléchissent de plus en plus spécifiquement à certains concepts, au nombre, à la géométrie, etc. Et Oui. c'est absolument passionnant de suivre ça et de savoir d'où ça vient. Parce que souvent, on apprend les maths de façon technique sans savoir d'où ça vient. Et Oui. quand on n'a pas le sens, quand on ne sait pas d'où ça vient, quand on est juste dans la technique comme ça, sans savoir... Je parlais de la musique tout à l'heure. Oui. Imaginons qu'on apprenne juste le solfège de manière très théorique, sans jamais écouter de musique. On n'aurait pas envie. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'apprendre un instrument? Pourquoi on a envie de se faire mal aux doigts à faire de la guitare? Oui. Parce qu'on a déjà entendu des gens qui jouaient de la guitare et on s'est dit ce serait cool d'arriver à faire ça un jour. Et on accepte la souffrance parce que le travail, Oui. parce qu'on sait où on va. Et c'est ça que j'essaye de faire avec les maths, et en particulier dans ce style, connaître l'histoire des maths et savoir pour répondre à quel problème, pour répondre à quel besoin les mathématiciens, les mathématiciennes au cours des temps se sont posés tel type de questions. Et donc voilà, c'est ça que j'ai cherché à faire dans ce livre. Et voilà, suivre cette histoire et voir comment ça se développe. Parce que par exemple, je trouve ça toujours assez dommage qu'on ne connaisse pas les noms des... Par exemple, les élèves apprennent les nombres négatifs à l'école. Oui. Si on demande, et même aux profs de maths, Oui. est-ce que vous pouvez citer des noms de mathématiciens qui ont fait avancer la recherche sur les nombres négatifs? Et il y en a très peu qui accordent réponse. Et pourtant, voilà, c'est très dommage, par exemple, qu'un mathématicien comme Brahmagupta, très grand mathématicien indien, qui a été le premier à écrire un grand ouvrage, personne ne connaît son nom. Alors que si on fait une comparaison avec la littérature, par exemple, on pourrait dire que c'est l'équivalent d'un Shakespeare, par exemple, en termes de grandeur, dans l'importance dans sa discipline. Et pourtant, tout le monde connaît le nom de Shakespeare, même sans avoir lu ses œuvres. Et personne connaît le nom de Brahmagupta. C'est vraiment dommage. Et donc voilà, apporter la culture mathématique, c'est important pour comprendre les mathématiques, pour savoir où on va. Ah, génial.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement du coup, ton parcours finalement depuis ta terminale parce que donc maintenant tu travailles dans la vulgarisation, avec des associations, avec plein de monde, mais finalement tu as fait quoi comme études au final depuis ta terminale? Alors t'es pas passé par la fac toi? Non, alors après la terminale je suis passé par la prépa, donc j'ai fait MPSI, MP, j'ai même fait 2 MP, 2 fois Maths P, j'ai fait 5 demi. Le célèbre Maths Sup, Maths P. Oui voilà, c'est Maths Sup, Maths P, voilà c'est ça, il y a plusieurs types de Maths P, donc c'est vraiment MPSI, MP, c'est les Maths Sup, Maths P où il y a le plus de maths, parce que voilà, je pouvais pas m'en passer. Étonnant. Et voilà, après ça, donc j'ai passé les concours, je suis rentré à l'École normale supérieure de Paris. Donc la scolarité là dure 4 ans. Et donc la 4e année de cette scolarité, je suis parti à Marseille pour faire ma thèse à Marseille. Parce que j'avais déjà rencontré, quand j'étais à Paris, celle qui est devenue ensuite ma directrice de thèse. Et comme j'adorais ces sujets, c'était des probabilités. Et j'ai toujours eu un état d'esprit, j'ai beaucoup aimé les probas. Parce que même dans les mathématiques, il y a plusieurs états d'esprit différents. On ne pense pas de la même manière selon qu'on fait de l'algèbre, de l'analyse, etc. Et moi j'aimais beaucoup ça correspondait bien à ma façon de réfléchir. Et j'adorais ce sujet. Et donc je suis parti la rejoindre à Marseille pour bosser 4 ans sur ce sujet. C'est quoi en résumé finalement? Qu'est-ce que tu as découvert pendant cette thèse? Alors c'est difficile de dire exactement ce que j'ai fait moi précisément, mais le domaine en général, c'était donc des probabilités et c'était ce qu'on appelle du hasard renforcé. Donc c'est si vous prenez un dé et que vous le lancez un certain nombre de fois, imaginez vous lancez 100 fois un dé, et bien le 100e lancé, il est comme si vous n'aviez pas lancé 100 fois le dé. C'est-à-dire qu'il y a toujours une chance sur 6 de tomber sur chaque face. Alors que le hasard renforcé, c'est au contraire des processus aléatoires qui prennent des habitudes. C'est-à-dire que vous imaginez un dé intelligent, d'une certaine manière, qui, si dans les 10 premiers lancers, il tombe beaucoup de fois sur 3, il va se dire « Ah, c'est cool le 3 ». Et après, dans les lancers suivants, il va avoir tendance à tomber plus souvent sur 3. Alors ça, physiquement, ça n'existe pas, un tel dé. Ou alors, il faut imaginer un dé, je sais pas, avec un mécanisme à l'intérieur. Enfin, c'est un dé très bizarre. Un dé pipé ou non Voilà, une sorte, un dé pipé, mais un dé qui s'auto-modifie au fur et à mesure qu'on le lance. C'est-à-dire qu'avant de le lancer, il ne sait pas encore qu'il va préférer le 3. D'accord. Mais il va se faire des préférences au fur et à mesure qu'on le lance. C'est-à-dire que s'il tombe beaucoup sur 3, là, il va commencer à préférer le 3. Mais s'il tombe plutôt sur 2, il va se mettre à préférer le 2. Et il va commencer à se fixer. Et donc voilà, on peut imaginer des processus aléatoires. Et ça, on en retrouve partout dans la nature, ce genre de choses. Par exemple, si on regarde une colonie de fourmis, quand elles s'implantent, les premières fourmis qui sortent, elles vont explorer le paysage autour d'elles complètement au hasard. Mais dans cette exploration, elles vont laisser des traces chimiques derrière elles, donc des phéromones. Et puis les suivantes, les fourmis d'après, elles vont sentir ces traces et elles vont dire « Ah tiens, celle qui est passée avant moi, elle est déjà passée par là. » Et donc, quand il y a 100 fourmis, 1000 fourmis, 10 000 fourmis qui seront déjà passées par là, eh bien, on va voir tout un réseau de chemins, de routes, d'autoroutes de fourmis qui vont se créer chimiquement autour de la fourmilière, qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, la trajectoire d'une fourmi qui sort de la fourmilière est plus totalement aléatoire, mais va dépendre de ce qui a beaucoup été fait précédemment. Donc ça, c'est un exemple, mais on en trouve partout dans la nature des exemples comme ça de phénomènes qui sont aléatoires au début et qui peu à peu prennent leurs petites habitudes. C'est le hasard des prises d'habitude d'une certaine manière. Alors, du coup, je vais passer aux 2 questions classiques du coup, de toutes ces interviews. Donc la première, c'est si tu avais la capacité à remonter le temps et te retrouver en face du toi de l'époque, donc du toi en maths sup, quel serait le principal conseil que tu te donnerais pour mieux réussir, mieux appréhender peut-être cette première année? Moi, c'est vrai que quand j'étais au lycée, j'avais vraiment une passion pour les mathématiques, c'est-à-dire que quand je rentrais chez moi le soir et que j'avais fini les devoirs de maths que je devais faire pour l'école, je continuais à faire des maths, je me rajoutais des trucs supplémentaires, j'adorais ça. Je lisais des livres d'énigmes, etc. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est tellement bien les maths. Et en prépa, pour le coup, on fait vraiment beaucoup de maths, c'est très technique, il y a beaucoup de choses à ingurgiter en très peu de temps. Et il peut y avoir certains moments où finalement, on finit par en avoir un peu trop. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça nous submerge et des moments où on peut être à 2 doigts de se dire cette discipline que j'aime tant, est-ce qu'elle n'est pas en train de me dégoûter finalement? Et donc il ne faut pas se laisser submerger par ça. C'est pas grave si c'est pas grave si on rate quelques trucs, si à un moment donné on fait l'impasse sur un ou 2 sujets. En tout cas, moi c'est comme je pense que les profs ne seront pas d'accord avec ces conseils que je suis en train de donner. Après, ça dépend pourquoi vous faites ces études-là. C'est-à-dire que des fois il y a des choses qu'il faut juste acquérir parce que voilà, il faut les acquérir pour autre chose. Par exemple, il y a des gens qui peuvent faire ça, qui peuvent vouloir faire certains métiers dans lesquels ils ont besoin d'apprendre des maths, mais sans être passionnés vraiment de maths en elles-mêmes. Mais voilà, si vous êtes passionné par ce que vous faites, gardez la passion avant tout et ça viendra et à un moment donné ce sera rentable. Même si vous ratez un devoir ou 2 devoirs, vous avez une moins bonne note à ce moment-là parce que voilà, ça vaut vraiment le coup et sur le long terme ce sera payant.
d'avoir envie. Quand on a l'envie, forcément, c'est beaucoup plus payant et voilà, et c'est beaucoup plus passionnant. Et puis ça rentre beaucoup mieux et on a envie de s'y remettre. Donc il faut entretenir cette flamme. Il faut entretenir cette flamme et pas l'oublier. Ok. Si maintenant tu avais la possibilité de donner 3 conseils à un étudiant qui est donc qui vient bientôt passer son bac et qui du coup attaque sa première année, donc quelle qu'elle soit. Hein. Déjà, je répéterai le conseil que je viens de me donner à moi-même. Je pense que garder la passion, c'est très important. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Oui. Deuxièmement, peut-être garder une certaine liberté pour soi-même, c'est-à-dire être à l'écoute de soi-même. Et pas hésiter à changer d'avis. Moi, dans mes études, il y a eu plusieurs moments où je me suis rendu compte que je m'étais fixé des objectifs et en fait, ça n'avait pas vraiment de sens par rapport à ce que je ressentais. Des fois, on se fait des idées, on fantasme des idées sur ce que vont être les études. On se dit, j'adore ça et j'ai envie d'aller vers là. Puis quand on y est concrètement, on se dit, c'est pas tellement ce que j'avais imaginé. Moi, en particulier, il y a eu un moment où j'ai eu vraiment une grosse marche dans ma vie. Alors, c'est plus tard dans mes études, c'est à la fin de ma thèse, où depuis tout petit, je rêvais d'être... Enfin, tout petit, peut-être pas tout petit, mais disons depuis le lycée, je rêverais, j'avais envie d'être mathématicien. Je me disais, j'ai envie de faire de la recherche en maths. Et j'ai fait donc 8-9 ans d'études pour ça, arriver à ça. Et puis... J'aimais beaucoup la recherche, mais il y avait quand même un truc qui me disait, c'était la vulgarisation. J'avais envie de faire de la médiation, d'expliquer des maths aux gens. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été quand même quelque chose d'assez troublant pour moi de me dire je rêve de ça depuis 15 ans, je suis à 2 doigts d'y être, et là maintenant je vais renoncer juste comme ça. Et voilà, et je pense que je m'étais trop renforcé moi-même dans cette idée que c'était mon rêve et que c'était ma passion. Et j'étais pas assez à l'écoute sur le fait qu'il y avait déjà des choses en moi qui étaient en train de naître et qui me disaient finalement peut-être qu'il y a d'autres voies et qu'il y a d'autres façons de faire des mathématiques et d'aimer ça. Et donc je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi-même et pas hésiter à renoncer à certaines choses si on le sent. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Ça marche. Et du coup, troisième conseil que tu donnerais à un étudiant souhaitant réussir son année? Aussi, rester curieux, continuer à rechercher un peu dans ce domaine-là et dans le domaine qu'on aime. Pas hésiter à faire des choses hors programme de temps en temps. C'est-à-dire que quand on aime un sujet, Mais en fait, ça rejoint un peu le premier conseil. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des choses, on va se dire tiens, ça m'intéresse particulièrement. Et du coup, on va apprendre le cours, on sait qu'on sait faire les exercices, on sait qu'on va réussir l'examen sur ce sujet. Mais si ça vous intéresse, creusez. Parce que de toute façon, vous y reviendrez plus tard, c'est-à-dire que ce sera l'année d'après ou 3 ans après, ou peu importe. Très bien. Merci beaucoup. Merci de m'avoir interviewé. À très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas, je vous le redis encore, ce livre notamment à lire, vraiment, je vous le recommande chaudement sur l'histoire des mathématiques. Il y a plein de choses, plein de choses croustillantes à découvrir. Surtout, ça vous sort un peu des maths classiques, des maths où il y a des nombres. Pourtant, il y en a quand même. Il y a des petites choses avec des nombres, des choses. Oui, mais c'est vulgarisé. C'est-à-dire justement, pourquoi est-ce que les nombres, ça peut être aussi intéressant. C'est pas que de la technique et des calculs. Exactement. Donc ça, vraiment, je recommande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, recevoir des vidéos inédites avec des exercices spécifiques selon votre filière, si vous êtes en médecine, par exemple dans la filière PACES, ou bien en BTS diététique, ou bien encore en fac de sciences, cliquez sous la vidéo, je vous ai préparé des programmes spécifiques pour chacune de ces filières. Donc si vous voulez réussir votre année, réussir votre concours et exploser tous vos résultats, c'est maintenant en rejoignant toute une communauté d'étudiants. Je vous dis à tout de suite.